Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Frédéric, chirurgien orthopédiste spécialisé dans l'épaule et dans la main. Comment ça va Fred? Très bien, très bien. Bon, parfait. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, je suis vraiment content de partager ce moment avec toi, partager ce podcast. Je sais que tu es un fan de sport de combat, donc ça tombe bien. Et on va parler avec toi un peu des pathologies, des traumatologies. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter où c'est que tu officies, etc. Voilà, donc j'ai été formé à Nancy pour les premières années d'études de médecine, puis mon internat et mon clinica à Montpellier. Et je suis installé depuis bientôt 20 ans à l'Institut montpelliérain de la main et du membre supérieur. Et nous sommes depuis 7 ans à la Polyclinique Saint-Roch. Nous sommes 7 chirurgiens et 5 médecins qui et globalement s'occupent de tout le membre supérieur, de la clavicule jusqu'au bout des doigts. D'accord. Mais alors, bon, tu dois en voir des vertes et des pas mûres, je pense. Effectivement, on reçoit beaucoup d'urgences et puis aussi beaucoup de chirurgies moins urgentes, des micro-traumatismes répétés qui vont entraîner, notamment au niveau de l'épaule, par exemple, toute la pathologie de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire cet ensemble de muscles qui entourent la partie supérieure de l'humérus et qui sont fondamentales pour le fonctionnement de l'épaule. Alors moi je vais me régaler parce que tu sais que je suis un fan d'anatomie, tu me connais, donc c'est passionnant. La coiffe des rotateurs, il faut que tu saches que dans nos sports à nous, bon, je n'ai pas besoin de te le dire, c'est vraiment, je pense, la traumatologie la plus courante, on va dire. Effectivement, oui. Et qu'est-ce qui vient régulièrement? C'est quoi les patients que tu as Alors il y a 2 types de patients. Il va y avoir les patients qui vont consulter en urgence. Une des fractures les plus fréquentes au niveau de l'épaule et qui est encore assez mal prise en compte, c'est les fractures toutes simples de la clavicule. Au milieu de la clavicule elle est là. Souvent, elle va casser au milieu. Jusqu'à une vingtaine d'années, on disait qu'il ne fallait pas les opérer parce qu'il y avait encore beaucoup d'infections liées à la chirurgie. Il faut savoir maintenant que depuis de nombreuses années, on a du matériel très fin, en titane, avec des vis que l'on va bloquer sur la plaque, donc avec une résistance mécanique énorme. Et donc maintenant, une fracture de la clavicule, dès qu'elle est un peu déplacée, on ne va pas hésiter à l'opérer, à mettre cette plaque. Et personnellement, au contrôle 1 mois après, la consolidation est presque acquise. Et pour les sportifs pressés, on va dire, je recommande au bout d'1 mois le début de la préparation physique. Alors, ouais, c'est ce que tu me disais en off, que toi, s'il y avait une problématique vis-à-vis donc de la clavicule, il fallait opérer, il ne fallait pas rechercher, il ne fallait pas du coup réfléchir, pardon, parce que tu disais que donc en amont, avant, on disait qu'il ne fallait pas opérer, que ça allait du coup. Et est-ce qu'ils n'ont pas un problème de mobilité derrière? Ils arrivent à récupérer à 100%? Ils récupèrent à 100% la mobilité. La clavicule, son rôle, c'est un rôle essentiellement de stabilisateur. La clavicule stabilise en avant le bras et en arrière, c'est l'omoplate. Si on a une clavicule qui ne consolide pas, on va avoir des douleurs séquelaires. Donc il va falloir ensuite faire une greffe osseuse, c'est extrêmement lourd. Si elle consolide déplacée, on va avoir un raccourcissement du moignon de l'épaule avec potentiellement des douleurs séquelaires, voire des compressions nerveuses chroniques avec des mains qui vont s'endormir, des problèmes. Et là, c'est insoluble une fois qu'on a ça globalement. Recasser la clavicule, c'est là où on s'expose à des gros problèmes de cicatrisation. Ouais, qui pourraient être récurrents. Oui. Et de toute façon, les nerfs, ils sont... Les nerfs, ils passent juste en arrière de la clavicule. Oui. Ouais, non, mais automatiquement, c'est clair que c'est vachement énervé cette partie-là. Et après, derrière, j'avais un rugbyman qui pouvait quasiment plus serrer des verres, par exemple. Oui, tout à fait. Avec les plaques modernes, alors c'est sûr, il y a toujours des risques, mais il faut maîtriser. On a les poumons qui est juste derrière la clavicule. On a l'artère, on a la veine sous-clavière. Si on met un coup de mèche dans une veine sous-clavière, ça peut très 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 mal se passer, mais on maîtrise le geste. On l'a fait des centaines de fois et ça se passe bien. Alors tu me disais aussi qu'il y avait 2 façons d'opérer, la coiffe des rotateurs. Alors la coiffe des rotateurs, effectivement, il y a la façon qui a été décrite il y a plusieurs dizaines d'années à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on va ouvrir sur une dizaine de centimètres, on va passer à travers le deltoïde. Le deltoïde, c'est le muscle qui fait le relief de la ceinture scapulaire qui vient pour sur arriver l'articulation gléno-humérale. Et ensuite, on va aller sur la coiffe des rotateurs. C'était des gestes assez agressifs depuis maintenant. Et ça laisse une belle cicatrice. Ah oui, aussi. Ça laisse une grosse cicatrice. Et puis, c'est très douloureux parce qu'on arrache un peu le deltoïde, en fait. D'accord. Maintenant, on passe par caméra. Moi, la chirurgie de la coiffe des rotateurs, je fais exclusivement par caméra. Et on a allégé la prise en charge globale, c'est-à-dire que c'est de la chirurgie ambulatoire. D'accord. Les gens restent une journée.
on leur fait plus d'anesthésie générale, c'est terminé. Ça. C'est une anesthésie locale. C'est une anesthésie loco-régionale. Locale, c'est vraiment comme chez le dentiste, on fait une toute petite zone. Là, on va t'endormir toute l'épaule, tu vas plus rien sentir. Et après, en fonction de ton stress, on va te faire une petite sédation, c'est un petit produit qui te tasse un peu, mais il y a des gens qui veulent tout entendre. Donc je parle avec eux pendant la chirurgie. Waouh. On répare la coiffe avec 3 petits trous qui font 1 cm. Ça n'a plus rien à voir. Hein. J'ai revu un patient que j'ai opéré lundi, un patient de 75 ans qui avait attendu longtemps pour se faire opérer. Je l'avais déjà vu à 8 ans, il n'a pas voulu se faire opérer. Donc là, c'était beaucoup plus grave au niveau de la coiffe, il avait tout arraché. Je lui ai mis 5 encres, on met des encres, comme des chevilles mollies dans un mur, mais là dans l'os, avec des câbles très 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 solides. Hein. Les câbles, on peut soulever une table, il ne se passe rien, c'est très solide. On rattache ces tendons-là. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai contrôlé, j'aime bien contrôler les patients que j'opère. Il m'a dit, j'ai eu aucune douleur. Ah, c'est impressionnant. Ils sont pas tous comme ça, mais par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'ai commencé ma formation il y a 25 ans, c'est le jour et la nuit. Hein. Il n'y a plus rien à voir. Hein. Oui, et tu trouves qu'ils récupèrent aussi plus rapidement par rapport à ces interventions lourdes? Alors, ils récupèrent plus rapidement parce que la voix d'abord est moins agressive, on passe par caméra, et aussi parce que le matériel utilisé dans l'épaule a énormément évolué. Maintenant, on a des ancillaires, c'est-à-dire des ensembles d'instruments spécifiquement faits pour cette chirurgie, qui sont extrêmement précis, extrêmement fins. On rentre comme des tournevis, mais qui font 4 mm de diamètre. Tout est miniaturisé. On met du matériel très solide, qui se fixe même dans les os qu'on parle ostéoporotiques, c'est-à-dire fragiles, chez les sujets par exemple âgés. C'est super, super solide. Mais il faut quand même respecter la biologie cicatricielle. C'est-à-dire que si on opère un jeune qui est pressé de reprendre, s'il reprend trop vite, le fil peut couper le tendon. C'est-à-dire que le fil, lui, ne va pas casser. Mais si on force et qu'on veut, par exemple, lever le bras, ça va faire fil à couper le beurre et on va arracher le tendon. Et moi, ça n'arrive pas avec moi parce que je leur répète les choses des dizaines de fois. Ils sont bien conditionnés avant la chirurgie. Donc, ça se passe bien. Alors, tu disais, donc, du coup, il y a 2 traumatologies qu'on retrouve souvent. Donc, la clavicule et la deuxième. Alors, la deuxième, ça va être plus les luxations d'épaule, par exemple. D'accord. Alors là, j'attire votre attention sur les luxations d'épaule. Ça nous parlait au combat, aux pratiquants des sports de contact. Tout à fait. D'ailleurs, les luxations d'épaule, ça va surtout être dans des mouvements de chute où le bras va s'ouvrir. C'est pour ça que, notamment en lutte, on a les coudes près du corps. Si on commence à écarter les coudes, on a une zone de faiblesse. Si le bras part en arrière, on peut luxer l'épaule. Une luxation d'épaule simple, c'est pas très compliqué à réduire. Encore faut-il savoir le faire. Il y a une technique sans anesthésie que moi je pratique depuis toujours, qu'on m'a bien apprise évidemment. Tout en douceur, on va relâcher le patient, on va le masser parce qu'il arrive souvent contracté, il a mal, ça fait très mal une luxation d'épaule, et on va lui réduire l'épaule sans problème. Le problème, c'est que vouloir réduire une luxation d'épaule qui n'en est pas une, par exemple, ça peut être une fracture, on pense que c'est une luxation, mais c'est une fracture, ou une fracture luxation de l'humérus, on peut aggraver les dégâts en tirant comme une brute. Alors, je t'arrête, il y a eu un combattant qui s'appelle Géry, donc qui était champion de 93 kg, qui a eu donc une... Alors, je ne sais pas si c'est une luxation vraie, tu sais, il y a des catégories, en fait, on y reviendra ensemble. Et du coup, quelqu'un, un bourrin, est revenu, il a cru, du coup, que c'était exactement ce que tu disais, que c'était... je pense, ou un manque peut-être, c'était plutôt une instabilité, il pensait que c'était une instabilité ou que l'articulation s'était déjà remis, et il a forcé, et du coup il a tout arraché. Quoi. Ah oui, il a dû aggraver les lésions, et puis l'autre lésion qu'on peut faire en ayant des manœuvres brutales, c'est d'étirer les nerfs du plexus brachial. Un plexus brachial qui est étiré avec par exemple un étirement du nerf qui permet de plier le coude. S'il ne récupère pas, on perd la flexion du coude, c'est dramatique. Hein. Oui, parce que j'avais vu des études qui disaient que même le nerf axillaire, il peut être sectionné. C'est ça, il peut être retiré, le nerf axillaire. Exactement. Donc là, le nerf axillaire, il est très très important puisqu'il donne l'innervation du deltoïde, ce gros muscle. Et régulièrement, on voit des gens qui ont mal été pris en charge avec des séquelles. Après, il y a des chirurgies nerveuses, mais c'est extrêmement lourd. Ouais, bien sûr. C'est extrêmement lourd. Donc en fait, on a un problème à l'épaule traumatique, on fait une radio. C'est tout bête, on fait une radio. On n'essaye pas de remettre l'épaule en place. C'est ça. D'accord, écoutez bien, c'est pour ça surtout que on va vite dans un service d'urgence, on fait une radio. Même les urgentistes non spécialisés, globalement, savent réduire une épaule. Même s'il faut une petite anesthésie, ils vont s'en sortir. Et on n'aggrave pas les choses. Oui, parce que sachez que quand vous faites une subluxation, les muscles de la coiffe de rotator se tendent. C'est pour ça que ça fait une douleur atroce aussi également. Hein. Exactement, il y a des contractures très importantes. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est ce que tu vois, toi, en urgence, c'est vraiment sur ça que tu interviens, sur les sportifs en tout cas? Alors, voilà. Alors moi, les luxations d'épaule, je les réduis moins parce que je suis chirurgien, donc on a tous une prise en charge, surtout chez nous, avec des médecins formés qui s'occupent de ça. Mais chez les sportifs, on va avoir les conséquences d'une luxation bien réduite malgré tout, mais avec des lésions internes. D'accord.
Et une des lésions qu'on voit de plus en plus, surtout chez les sujets jeunes, c'est une lésion du bourrelet. Alors le bourrelet, c'est comme une petite chambre à air qui serait autour de la surface articulaire de l'omoplate. C'est-à-dire elle augmente la surface de contact de l'omoplate, elle stabilise l'humérus, c'est-à-dire l'os du bras, en face de l'omoplate. Et tu peux te déchirer la partie antérieure de ce bourrelet. D'accord. Qui ne va pas cicatriser spontanément. Donc ensuite, une épaule qui fait mal. Des fois, le bourrelet, la déchirure monte jusqu'au biceps, le long biceps. Donc des tiraillements dans le bras, donc une perte de force. Une épaule qui va se déboîter, le moindre coup de poing, un petit jab, tac, tu sens l'épaule qui part. Donc c'est absolument pas efficace. Tu ne peux plus combattre pour les combattants. Et donc ça ne va pas cicatriser. Cliniquement, on a certains tests plus ou moins positifs, qui ne sont pas toujours hyper fiables. Et on va faire un arthroscanner. L'arthroscanner est un examen qui a ma préférence, mais la préférence de beaucoup de chirurgiens de l'épaule, parce qu'on va injecter dans l'épaule un produit opaque. Ce produit va s'insinuer là où il y a un trou. C'est-à-dire que si tu vois le produit qui passe entre l'omoplate et le bourrelet, c'est qu'il y a un trou. L'IRM va être parfois moins fiable là-dessus. D'accord, ok. Donc ce bourrelet, on va le réinsérer. Là aussi, avec des ancillaires créés spécifiquement pour ça, par caméra. On va mettre entre 5 encres, 6 encres parfois quand tout est déchiré. Ça, on ne le faisait pas avant, à ciel ouvert. Les anciennes techniques ne faisaient pas ça, parce que pour aller aux endroits où on peut aller par caméra, en ouvrant, il faut démonter l'épaule en deux. Donc, tu es plus nocif que bénéfique. Et oui, parce que c'est la caméra qui a permis ça. Si tu ouvres un deltoïde, quand même, en termes de récupération, est-ce que ça, c'est pas dommageable? Est-ce que ça ne va pas l'handicaper pour la suite? Est-ce qu'il y a des gens qui récupèrent à 100%? Comment ça se passe? Alors, par caméra, oui. Enfin, l'objectif, c'est ça. Après, j'explique qu'on ne change pas les pièces, on répare ce qui est abîmé, mais quand on a un sujet jeune, motivé, sportif, qui connaît son corps, on va le réparer, il va tout récupérer. J'ai dernièrement opéré un espoir judo de 15 ans, donc très, très jeune, croissance non finie, il avait une lésion du bourrelet. Et le papa était là avec lui parce qu'il faisait des compètes, etc. Bon, je l'ai opéré, il a bien respecté le délai post-op, bonne préparation, il a tout repris. D'accord, alors oui, mais c'est 15 ans déjà. Ouais. Et ça te fait quoi, toi, de voir des jeunes de 15 ans qui ont déjà ces problématiques? C'est quand même incroyable quand on dit, t'imagines ce que tu me dis? Oui, mais tu sais que tu es un judoka de. Enfin, moi, j'ai un certain âge, je dirais pas quoi, mais moi, là, on est des vieux de la vieille. Mais ce que je veux dire, que moi, j'ai des problématiques, certes, mais à 15 ans quand même, t'imagines? Oui, parce qu'il y a parfois un peu de surentraînement aussi, ça, il faut y penser. Il y a beaucoup de lésions qui sont liées à l'émulation qu'on peut avoir dans un club, ou d'un entraîneur ou d'un papa on y va, on y surtout va. Quand tu es jeune. Surtout quand on est jeune, donc il faut respecter la croissance, il faut que la croissance se termine. Et il faut respecter la fatigue. Aller à un entraînement alors qu'on est complètement claqué, on prend un risque d'une chute mal maîtrisée, de ne pas verrouiller, de se blesser. Donc il faut savoir respecter. Il y a des sports qui sont représentés en majorité dans ce que tu reçois comme patient? Ce sont les sports de chute, donc tous les sports de combat. D'accord. Le rugby peut-être aussi. Et le rugby, voilà. Rugby, nous, on est une terre de rugby. Aussi, rugby, ça, il y en a. Alors, le problème des rugbyman, c'est que globalement, que ce soit la traumatologie de la main, de l'épaule, du coude, ils ne s'écoutent pas. C'est-à-dire que tant qu'ils tiennent debout, et par définition, quand on a un traumatisme du membre supérieur, on continue à tenir debout, ils y vont. Donc souvent, on les consulte tard. D'accord. Si on a une rupture, mettons, je sais pas, partielle des tendons de la coiffe des rotateurs, peu importe lequel, est-ce qu'on peut continuer à s'entraîner? Est-ce que ça va être douloureux? Alors, globalement, le premier tendon qui casse sur la coiffe des rotateurs, c'est le tendon supraépineux. C'est le tendon le plus antérieur. Oui, ça va être douloureux parce qu'il va y avoir un conflit persistant entre l'acromion, qui est la partie supérieure de l'omoplate à ce niveau-là, et le tendon qui passe à la place de mon doigt. Donc s'il y a un trou à ce niveau-là, tu vas avoir des douleurs, souvent insomniantes. La nuit, l'inflammation, oui, souvent, voilà, on a mal à l'épaule, on n'est pas bien. Ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup, quand ils dorment, c'est le fait de mettre juste l'épaule là. Ça, c'est le conflit du tendon qui va frotter sur l'os. Il va y avoir une baisse de force, une épaule qui n'est plus tellement efficace. Et effectivement, on va aller réparer ce tendon. Parfois, il est quasiment complètement rompu. Nous, en chirurgie, on va finir de le rompre pour avoir une belle rupture et le rattacher dans de bonnes conditions. D'accord. Avec des systèmes d'encre, maintenant, il y a des techniques très évoluées. On va mettre 2 rangs d'encre. On ne fait même plus de nœuds, c'est-à-dire que c'est l'encre qui bloque le fil. D'accord. Avant, on avait des nœuds qui étaient à la partie supérieure de la coiffe et qui pouvaient un peu frotter sur les os. Tout ça, c'est terminé. Et après, le tissu conjonctif, il se reconstitue de lui-même. De lui-même, on est assez bien fait. Dès que tu opères une zone, le corps veut cicatriser. Il va créer du collagène et donc ça va coller. Mais il faut respecter 6 semaines d'inactivité totale du bras, c'est-à-dire pas un seul mouvement actif. D'accord. 6 semaines, on essaye de respecter ça et on va les faire prendre en charge par des kinés, si possible spécialisés, qui va leur faire au début du travail passif. Alors il faut de la patience. Moi, je leur explique beaucoup à la consultation
Parce qu'il y a les délais biologiques et puis après, il y a l'envie des patients. Sûr. Donc moi, j'annonce des délais honnêtes et pas des délais de chambre. Et la force, elle la récupère après assez rapidement. La force, en général, elle revient après le 3e mois. D'accord. Donc, que ce soit un travail de force, un maçon typiquement, maçon qui se blesse vraiment une rupture de la coiffe, je dis voilà, pendant 4 à 6 mois, vous n'allez pas travailler. Je leur annonce d'emblée. Les sportifs, qui en général sont un peu plus jeunes que le maçon. Le maçon qui se blesse la coiffe, ça va être à partir de 45-50 ans, on va dire. D'accord. Mais une coiffe de rotateur, sur une chute mal faite, à 20 ans, on peut se casser la coiffe. Hein. Oui, elle se trouve coincée entre l'humérus et l'acromion, et ça fait comme il est coincé, le tendon casse. Parce que tu vois, Géry, par exemple, dans ce grand combattant qui était champion des 93 kilos de l'UFC, ils y annoncent entre 6 mois et 9 mois pour récupérer. Genre, je sais pas. Alors, on n'arrive pas à savoir réellement ce qu'il a, mais tu penses que c'est quoi qu'il a dû se faire? Il faudrait que je vois. Il y a une vidéo de son traumatisme. Non, il le garde un peu caché. J'ai peur. Je pense que il a peut-être. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être un juste titre, je ne sais rien. Mais peut-être qu'il a peur que ses adversaires capitalisent dessus. Je sais pas. Tu sais. Oui. Souvent, il cache un peu les mecs. Par exemple, Kamaru Usman, pendant très longtemps, il disait que c'était une épicondyle. Après, il a dit que c'était la main. Enfin, ainsi de suite. Souvent, il donne des fausses pistes, tu vois. Oui. Après, c'est le talon d'Achille pour pas donner de. C'est comme Cyril Gane, je crois, qui était blessé aux côtes avant le combat. Ouais, c'est ça, exactement. Il s'était blessé aux côtes. Et nous, Abdoul, il était blessé à l'épaule, tu vois, par exemple aussi. Mais bon, ça, c'est monnaie courante dans le MMA. Oui, il y a beaucoup de blessures. Et tu me disais de quoi on parle de Cyril, tu vois. Et Cyril, tu me disais qu'il fallait qu'il se fasse opérer. Et du coup, quand toi, tu as vu Ah oui, moi, j'ai vu sur son Instagram la fracture. Il a mis la radiographie de sa fracture. Moi, j'ai vu sa fracture qui était une fracture au milieu du 3e métacarpien. Il faut savoir que, on va dire, les bons boxeurs, ils ne se cassent globalement jamais le 5e. Hein. Le 5e, il n'est pas fait pour taper. C'est le 2e et le 3e qui impactent. Mais il y a tellement de puissance. Moi, j'ai opéré beaucoup de boxeurs pros. Tellement il tape, il se casse ces os-là. Mais lui, je pense que c'est sur la fin. Quand il envoie. Il a dit, il a senti. Hein. Ça a cassé. Il a une fracture déplacée. Il faut l'opérer. Mais il faut l'opérer même si ce n'est pas Cyril Gane. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut mettre une plaque solide. Et là, on va récupérer assez vite. Hein. C'est une fracture qui est assez loin de l'articulation. Au bout d'un mois, il doit avoir, à son niveau, il doit avoir récupéré. S'il est bien suivi par des kinés, il doit avoir une mobilité normale. Je pense qu'à 1 mois et demi, pour recommencer un petit peu la préparation physique, et à 3 mois, même avant 3 mois, l'os, il est comme avant. Il est même plus solide puisqu'il a du titane. Ah ben, tu nous rassures parce que tu vois, là, il va être opposé à Jones. Ouais, et du coup, on avait tous peur parce qu'il avait repris la prépa physique, visiblement, hein, ce que m'a dit Fernand Lopez. Non, c'est encourageant et c'est positif. Je pense que ça ne va pas être un point négatif pour lui. D'accord. Parce que je sais que toi, elle avait perdu un peu de grippe et tout. Bon, c'est logique. Hein. C'est logique parce que quand tu as une fracture, tu as une lésion des muscles interosseux, les petits muscles entre les métacarpes. Et quand tu opères une fracture, tu désinsères ces muscles, tu les écartes. Donc tu les traumatises quelque part. Donc il peut y avoir. Mais la force du grip, elle vient de l'avant-bras. Hein. Oui, c'est les muscles qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire qui s'attachent au niveau de l'avant-bras. Donc non, je pense qu'il va être à 100%. Oui, on espère en tout cas qu'il va nous ramener le titre, ça serait exceptionnel. En tout cas, donc le cheminement parfait pour toi, quelqu'un se blesse à l'entraînement, voilà, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit le rugby, la boxe, la lutte, peu importe, il se blesse, il ne sait pas si c'est fait une fracture ou une subluxation vraie, peu importe. Alors si c'est une vraie luxation, déjà, il vaut mieux rester. Dès qu'on se blesse, on reste à jeun. C'est-à-dire on ne boit pas un coup d'eau, on ne mange pas. D'accord. Parce qu'on ne sait jamais s'il faut une anesthésie pour réduire une vraie luxation qui résiste à la manœuvre douce. Il faudra lui faire une anesthésie. Donc, si le pauvre, il doit attendre 6 heures d'être à jeun pour qu'on lui réduise sa luxation, pendant 6 heures, ça va être très douloureux. D'accord. Donc, il vaut mieux rester à jeun. On met un bandage et on va aux urgences. D'accord. Chez nous ou ailleurs. Hein. Il y a plein de services d'urgence. Et puis ensuite, on fait une radio. Il y a une luxation, on réduit la luxation. Et puis ensuite, on essaye de consulter quelqu'un d'un peu spécialisé si des douleurs persistent. Et après, on va tester. Il y a des tests cliniques pour voir si on a plus une lésion du bourrelet, de la coiffe. D'accord, et après il entame une rééducation. C'est ça, si c'est pas chirurgical, puis parfois c'est chirurgical. Et si c'est chirurgical, est-ce qu'il entame également une rééducation par la suite? Par la suite, toujours, c'est du 100%. Sur l'épaule, il faut 100%, sauf la clavicule, disons. Voilà. Clavicule, les jeunes qui se cassent la clavicule, je leur mets une plaque. Le lendemain, ils n'ont plus d'écharpe. Hein. Moi, je leur dis, le lendemain, tu enlèves l'écharpe, c'est fini. C'est incroyable. Ouais. Il n'y a plus rien, c'est tellement solide. Une plaque en titane, c'est très très solide. Hein. Oui, bien sûr. Donc tu peux lever le bras, il ne va rien se passer. Après, là aussi, on a désinséré un petit peu le grand pectoral, etc. Donc il y aura une petite gêne. Mais moi, je les autorise à... Et visuellement, ça se voit ou pas du tout? Il y a une cicatrice. Alors la cicatrice, on l'a fait légèrement en dessous de la clavicule, pour les côtés esthétiques. Et puis... en dehors de quelqu'un qui va faire 150 kg avec beaucoup de gras sur la clavicule, on risque de voir un peu la plaque. D'accord, ok. Donc les gens peuvent être gênés, par exemple, pour tenir un sac ensuite. Ah, d'accord. Okay. Donc assez souvent, chez le sujet jeune sans problème de santé, on ne va pas hésiter 1 an ou 1 an et demi après à lui retirer la plaque.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça, c'est un geste minime. D'accord, mais c'est pas obligatoire. Non. Chez le sujet jeune, potentiellement à risque d'un nouvel accident, il vaut mieux retirer le matériel. D'accord. Parce qu'imaginons que 10 ans après, il se recasse la clavicule en bout de plaque, on ne peut plus la retirer, la plaque. D'accord, Parce qu'elle s'est complètement incrustée. Donc là, ça commence à être compliqué. Ouais, là, après, ça devient compliqué. Après, il vaut mieux retirer le matériel. Après, quelqu'un d'âgé qui a des problèmes de santé, on va lui laisser sa plaque. Non, mais franchement, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un sujet passionnant parce que je te dis, l'épaule, c'est quelque chose que... nous, ça nous parle parce que c'est vraiment... Moi, j'ai eu des gros problèmes aux épaules. En plus, à l'époque, j'avais aucune connaissance quand ça m'est arrivé. J'avais frappé dans le vide, tu sais, qui arrive régulièrement. Hein. Et du coup, on est beaucoup dans ce cas-là, avoir des douleurs récurrentes. Enfin, moi, j'en ai plus. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup d'élèves qui, malheureusement, ils n'endormaient quasiment plus, quoi. Est-ce qu'il y a une explication physiologique qui fait que c'est la nuit, principalement? Alors, oui, principalement parce qu'en fait, notre corps produit un anti-inflammatoire naturel qui s'appelle la cortisol, qui est sécrété par les glandes surrénales. Et on a un pic de sécrétion dans la journée, mais la nuit, on en fait moins. Bien sûr. Notamment en fin de nuit. Donc, tu as moins d'anti-inflammatoires naturels, donc tu souffres plus. Ah oui, le cortisol. Il y a aussi la position pour l'épaule. Ah oui, complètement. Les gens, même qu'on opère en post-op, je les préviens d'avance. Je leur dis, vous aurez mal la nuit. Parce que l'épaule est un peu en arrière, même si on les cale bien avec une attelle. Alors, il y en a qui sont assez malins, ils se calent avec des coussins, ils arrivent à dormir. Et les douleurs chroniques, c'est souvent la nuit. Ah oui, il y en a énormément. Hein. Énormément. Il y en a énormément. Et donc, du coup, tu dis, oui, si c'est bien fait, il n'y aura pas d'instabilité pour la suite, quoi. Ah non, le but, c'est de stabiliser. Hein. Les ligaments stabilisent, les tendons de la coiffe mobilisent. Il faut les deux. Si tu as une bonne coiffe, mais pas de stabilisateur, des mauvais ligaments, ton épaule, elle ne va pas tenir. On le voit des fois sur des combats, on a vu plusieurs fois l'épaule qui tombe, c'est fini. Qu'il y a une luxation, parce que est-ce que des fois, est-ce qu'on peut se retrouver avec les deux? C'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir une rupture au niveau des ligaments et des tendons en même temps? Oui. D'accord. En fait, plus tu es jeune, plus tu vas avoir de problèmes ligamentaires, c'est-à-dire il va falloir opérer la stabilité. On va dire le cap, c'est 40 ans. Après 40 ans, tu vas avoir moins de luxation récidivante. Tu feras une luxation. Par contre, durant la luxation, tu risques d'abîmer tes tendons. Voilà. Et puis après, il y a tous les niveaux de gris. À 50 ans, globalement, tu ne vas plus te reluxer 2 fois. Donc, on va moins les immobiliser. On ne va pas les opérer. Ça arrive, mais c'est assez rare pour stabiliser. Par contre, la coiffe, elle s'est souvent pris une châtaigne, il y a un trou, il faut aller réparer cette coiffe. D'accord. Bah, écoute, Fred, c'était parfait. Moi, j'ai kiffé, j'espère que vous aussi. On va essayer de se faire des petits rendez-vous réguliers, ça ne te dérange pas si tu es disponible? Alors, je sais que on l'est, Je sais que tu es pris, hein, parce que c'est un chirurgien, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la chance qu'on a de le faire intervenir sur la chaîne, il a des connaissances, vous l'avez bien vu, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, et surtout pour nous, hein, pour le MMA, pour le sport en général, ça permet de faire avancer les choses, parce que tu es quelqu'un qui a l'information, qui a la science, en tout cas, de cette, j'appelle ça moi une discipline, hein. Oui. Voilà, parce que c'est une discipline. Tu as eu des maîtres, hein, comme on dit. Hein, on a tous eu des maîtres. Et du coup, franchement, tu ne fais pas de rétention d'informations, tu partages au plus grand nombre. Et ça, pour nous, c'est génial. Franchement, je te remercie. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. J'espère qu'on va pouvoir faire ça par la suite, dès qu'il y aura des combattants, des incidents, etc. Si tu peux intervenir, c'est vraiment génial. Tout le membre supérieur, il n'y a aucun problème. Les amis, faites-moi péter cette vidéo s'il vous plaît, parce que c'est des vidéos comme ça qui vont faire évoluer nos disciplines, les sports de contact. Voilà, vous voulez que le MMA évolue, c'est en faisant intervenir des gens compétents et des gens brillants comme Fred que ça va le faire. Merci encore Fred, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit like et mettez-nous des commentaires s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde avec Fred, on le fera avec grand plaisir. Et merci encore à tous pour votre force. Merci à tous.